Réaction Manuel Bompard sur ce qui s'est passé ce soir-là. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu sauf qui peut. C'est-à-dire que dans l'entourage le plus proche du président de la République, on commence à faire ses valises. Et j'ai l'impression d'avoir un président de la République qui est de plus en plus isolé, seul face aux Français qui sont mécontents de la politique qui est mise en place dans ce pays et que dans l'entourage proche du président de la République, on s'en va. Après, on peut croire à l'histoire et à la version que nous a donnée Madame. J'ai un peu l'impression que c'est l'histoire racontée aux petits-enfants quand même. Je pars parce que je viens d'écrire un livre. Effectivement, vous l'avez dit, Ismaël Emelien est quand même cité. Alors, c'est pas moi la justice, on verra, elle va suivre son cours, mais quand même cité comme étant le personnage qui aurait reçu et aurait remis à Alexandre Benalla des enregistrements de la police. Moi, au-delà de tout ça, de savoir quelles sont les vraies motivations de son départ, etc., ce que je trouve extrêmement choquant, c'est qu'un des plus proches conseillers du président de la République soit à ce point mouillé dans cette affaire et soit soupçonné d'avoir sorti des enregistrements. Alors ce ne sont que des soupçons pour l'instant. C'est exactement les termes que j'ai utilisés. La justice suivra son cours. Mais reconnaissez que ce départ à ce moment-là est une coïncidence un peu troublante. Je préfère me tourner vers l'avenir et me dire finalement il peut être remplacé par quelqu'un qui va nous apporter d'un point de vue politique une meilleure connaissance du terrain. Bon. Manière positive de voir les choses. C'est ça, c'est le verre à moitié plein. Mais les choses sont dites en même temps. Mais non, mais c'est pas ça, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez, on peut commander le départ pendant des heures et de se dire plutôt, voilà moi ce que je veux avoir à la place. Vous trouvez que l'Élysée... ça me paraît plus intéressant de me dire, on peut gagner en compétences des conseillers de l'Élysée. Lui était mauvais, on va en trouver un bon. Prenons un maire, typiquement, un bon maire de terrain qui vient de conseiller spécial à l'Élysée. Ça m'intéresse. Mais vous trouvez... de fixer tous nos espoirs, donc qui seront les prochains conseillers du président de la République. Je pense que cette République, elle souffre justement d'un poids extrêmement fort du président de la République, et trop fort, qui aujourd'hui est de plus en plus seul. Et si on veut revivifier la démocratie, je pense qu'il faut plutôt regarder sur comment on revivifie le Parlement, comment on donne davantage de droits aux citoyens pour intervenir maintenant. Pour ma part, en tout cas, j'aurais assez peu d'illusions sur le fait qu'un simple changement de casting à l'Élysée permette de beaucoup résoudre les problèmes auxquels les Français sont confrontés aujourd'hui. Je pense qu'un conseiller spécial est quand même écouté du président de la République et que s'il y a quelqu'un qui peut lui dire autre chose que ce qui a uniquement été entendu pendant la campagne et des messages qui viennent du terrain, ça sera un positif, un plus pour l'Élysée. Juste un mot, vous trouvez... Voilà, et ça pose évidemment beaucoup de questions sur cet homme très occupé, visiblement à conclure des contrats russes, alors que pour le premier, en tout cas, il est toujours en charge de la sécurité à l'Élysée. Manuel Bompard, réaction sur tout ce qu'on vient d'entendre? Moi, je suis comme tous les Françaises et les Français, je suis un peu perdu. On a eu la saison 1, la saison 2, la saison 3. Chaque semaine, il y a un nouveau rebondissement. Bon, alors, je vois bien qu'on va expliquer, et je pense que ce n'est pas une surprise que M. Benalla a menti devant la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Mais c'est un peu trop facile de lui faire porter à lui seul la responsabilité. Moi, ce qui me surprend dans cette affaire, c'est comment il a pu bénéficier à ce point d'une forme de protection, où il a fallu, après les événements du 1er mai, plusieurs semaines et plusieurs mois, un certain nombre de révélations pour qu'enfin l'Élysée se décide à couper le cordon entre Alexandre Benalla et la présidence de la République. Et je pense que ça pose quand même un certain nombre de questions. Il me semble qu'au-delà du cas individuel qu'on va examiner assez facilement, ça pose quand même un diagnostic sur notre République qui a quelque chose en son cœur, qui est quelque chose de pourri, je crois. Et la question qui est posée, c'est comment on arrête et on sort de cette situation où tout ce qui se trouve autour du président de la République bénéficie d'une forme d'impunité totale, où le président de la République n'a de compte à rendre à personne. Et je pense que c'est la question de la 5e République aujourd'hui qu'il faut mettre en examen, et la question des institutions, que ce soit des institutions où le peuple a plus de poids, où il y a plus de contrôle du pouvoir présidentiel. Je pense que c'est la question qui est à l'ordre du jour. J'étais membre de la commission d'enquête, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il l'a sanctionné, qu'il a considéré que cette sanction était la sanction appropriée. Et il voulait aller plus loin, la question qui se posait était de savoir est-ce que cette sanction était la sanction appropriée ou non. Le problème, c'est pas que vous ne l'ayez pas vu, c'est que vous l'ayez protégé. Vous l'avez protégé, vous avez essayé de saborder la commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour qu'on ne puisse pas voir la vérité sur le sujet. Mais si, bien sûr. Reconnaissez qu'il y a eu de la légèreté. Et heureusement qu'il y a eu la commission d'enquête au Sénat. Ce que j'essaye de dire, c'est ce que j'essaie d'aller au bout de mon propos, c'est que sur l'acte 1, peut-être qu'il y a eu de la légèreté. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ces commissions d'enquête. Il faut qu'il y ait un retour d'expérience de tout ça. L'Élysée, ça reste, sous la 5e, ce lieu où finalement
Tout le monde le dit, les conseillers sont des princes et en gros, il n'y a pas de contrôle. Il faudra qu'un jour, il y ait des réglementations et un contrôle. Mais un président a le droit de s'entourer des conseillers qu'il souhaite. Dans une démocratie moderne, un président de la République a le droit, bien sûr, de choisir ses conseillers, mais une démocratie moderne a le droit de savoir comment fonctionne l'Élysée, comment fonctionnent les conseillers. Si vous allez au bout de votre logique, monsieur, c'est le président qui n'est pas contrôlé. Vous pouvez dire c'est les conseillers, etc. Le problème de ces institutions, c'est que c'est le président qui n'a pas de contrôle. Vous votez pour lui une fois, et pendant 5 ans, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes obligé d'attendre l'élection suivante. C'est le problème dans lequel on est. Puisqu'on parle de questions constitutionnelles à la fin du grand débat, je pense que ce contrôle du fonctionnement de l'Élysée peut être un sujet intéressant. Et moi, je suis persuadé que dans ce pays, aujourd'hui, quand même, depuis maintenant quelques années, on a une hausse de l'islamisme radical qui entraîne les faits qu'on voit et ces excès qu'on voit. Encore une fois, on ne sait pas qui sont les auteurs. Oui, d'accord, on ne sait pas qui sont les auteurs. C'est pas des islamistes qui font des croix gammées. On fait des amalgames aussi. Oui. On fait des amalgames. Non, on peut pas dire ça. Madame. Non, attendez, quand on prend, excusez-moi, les assassinats de ces dernières années... Vous nous expliquez que c'est les manifestants, et monsieur nous explique que c'est l'islamisme radical. Quand on prend Ilham Halimi, quand on prend l'hypercacher, quand on prend l'école juive aux Arotarak à Montauban, quand on prend Sarah Halimi, c'était qui? C'était pas des islamistes qui ont eu lieu en Alsace depuis le mois de juin, après l'implantation d'un certain nombre de groupuscules néo-nazis nostalgiques, et qu'on ne fait rien, et que le gouvernement n'a pas arrêté une personne. Je prends cet exemple, en Alsace depuis 6 mois, vous avez des actes antisémites toutes les 2 semaines. Les assassinats dont je parle sont le fruit de... Non, je fais pas des amalgames, je fais des faits. Je fais un amalgame pour l'école juive de Montauban, 3 enfants tués et une personne. Je fais un amalgame pour Ilham Halimi. Je suis de Toulouse, vous savez. D'accord. Écoutez, c'est qui? C'est quelqu'un d'extrême droite? Non, mais c'est parce que je suis en train c'est un de vous dire, mais islamiste. vous êtes en train de faire le lien en je fais le lien avec la montée de l'islamisme. À des gens. Non, je dis simplement qu'il y a une montée de l'islamisme et du communautarisme. Et je le condamne. L'islamisme radical, qui est en partie responsable. En l'occurrence, il n'a aucun lien là. En l'occurrence, ces actes sont abjects, honteux, mais je considère que la manière de lutter contre, c'est la preuve que le combat contre le racisme, contre l'antisémitisme est malheureusement un combat qui est toujours d'actualité et qu'il faut mener de manière forte et vigoureuse. Mais je pense que ce n'est pas servir, monsieur, ce n'est pas servir la lutte contre l'antisémitisme. C'est un échec ce combat. Que de créer des amalgames, que ce soit notamment avec, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur ce week-end, en attribuant ça à des manifestants gilets jaunes sans aucune preuve. Cette manière de vouloir utiliser ces actes déplorables, détestables, personne n'a accusé les gilets jaunes, par exemple, sur le tag sur la boutique. Il y a eu un tweet ambigu. Il y a eu un tweet ambigu. Tout le week-end, monsieur, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est abject, ces actes sont abjects. Surtout que ça s'est passé vendredi, c'est-à-dire la veille. Vous ne servez pas la lutte contre l'antisémitisme en essayant de faire des amalgames de cette sorte. Tous les gilets jaunes que je connais condamnent et mettent à distance tous ces actes-là qui sont insupportables. Mais la réalité, moi je ne parle pas des gilets jaunes. Manifestation. Non, oui, mais je vous dis parce qu'il y a des personnes qui infiltrent ces manifestations et qui, dans le cadre de ces manifestations, ont ces propos abjects. Il y a depuis ce mouvement des gilets jaunes des personnes qui surfent sur la haine qui n'est pas toujours condamnée avec autant de radicalité que vous venez de le faire et qui surfent des accusations gratuites. Vous parlez de qui? Vous avez parlé de plateau de télé. Est-ce que j'ai parlé de vous là? Dites-moi de qui vous parlez. Moi je vous dis, écoutez, je suivais une émission, je suivais Sébastien Chenu d'ailleurs ce week-end, qui condamnait une partie des violences et après utilisait ce mot mais c'est le gouvernement qui serait responsable de ce climat de violence. Eh bien non, à partir du moment où on ne fait pas de condamnation sans réserve, je ne parle pas de ces violences-là. D'accord, voilà, il parlait des violences de rue. Mais je veux dire, il y a un climat de haine. Quelque chose que vous n'êtes pas capable de dire. Je suis encore en train de vous dire. Non, mais ils vont pas arrêter. Ceux qui manifestent le samedi, ils vont pas arrêter après le grand débat. Vous voyez bien qu'ils sont... S'il y a une réponse politique... Ça s'essouffle. Non, ils écoutent pas. Pourquoi vous dites ça? Parce que moi, j'ai entendu Macron démission. Oui. Mais j'ai été samedi, j'ai entendu Macron démission partout. Oui, mais donc je dois être à l'Afrique. On criait Hollande ou Sarkozy démission avant aussi. Non, mais d'abord, elle n'a pas cassé. On a quand même des milliers. Moi, j'aimerais qu'on revienne aux casseurs avec la police qui étudie la vidéo. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous allez nous permettre de... Oui, mais non, c'est un vrai sujet. Parler aux commerçants de tous les centres-villes. C'est bon, j'ai compris. Je vais faire l'acte de contrition que vous attendez de moi. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. D'abord, je voulais dire à madame que moi, vous savez, j'étais dans la rue samedi
samedi. Et autour de moi, contrairement à ce que vous dites, madame, et ça m'inquiète beaucoup sur votre perception de la réalité, il n'y avait pas des gens qui étaient venus pour casser. Il y avait des gens qui sont là depuis le premier jour de mobilisation et qui étaient là pour porter des revendications. Et ces gens-là, d'ailleurs, à tel point qu'ils ne sont pas là pour casser, vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils font comme moi. Ils partent à 16h ou 16h30 de la manifestation pour deux raisons. Un, parce qu'ils n'ont pas envie d'être amalgamés aux gens qui cassent, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'ils ont peur de la répression. Parce que si vous voulez parler de la violence dans ce mouvement, que je condamne fermement, bien évidemment, vous devez parler de toute la violence. Et ce mouvement, c'est le plus violent de ces 60 dernières années. Il y a plus de 10 personnes qui ont perdu un œil. Il y a plusieurs personnes ce week-end et samedi encore. Mais bien sûr, mais attendez, je vais aller au bout, monsieur. Il y a une personne il y a combien de personnes qui ont perdu des mains? Il y a des policiers blessés, il y en a près de 1000. Il y a des gens mobilisés, il y a près de 2000 personnes. Vous voulez parler des casseurs? Monsieur Castaner a dit sur un plateau de télévision qu'il les connaissait et qu'il les avait identifiés. Pourquoi il les arrête pas? C'est une très bonne initiative que vous prenez à Toulouse, mais à Paris, pourquoi ils les arrêtent pas, monsieur? Pourquoi ils les arrêtent pas s'ils les connaissent? Donc ils peuvent les arrêter. Maintenant, et je m'arrêterai là-dessus. La situation est une situation de tension. Pourquoi? Parce que le gouvernement a laissé pourrir la situation. En 15 jours, il pouvait régler le problème en apportant des réponses à la situation de crise dans laquelle sont aujourd'hui un grand nombre de gens dans le pays. Il a laissé pourrir la situation, monsieur, et maintenant il dit qu'il faut arrêter de manifester. Non, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement réponde politiquement. Et peut-être que vous considérez que vous avez répondu, madame, mais c'est pas moi, c'est les Français qui disent que 60 à 65% des revendications des Gilets jaunes sont légitimes. Et manifestement, vous n'y avez pas répondu. J'ajoute sur les... Depuis des années, on fait bien la différence entre un manifestant et un casseur. Ah bon? Bah oui. Non, monsieur, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec des masques dans les manifestations, alors qu'ils sont tout à fait pacifiques, parce qu'ils ont peur de prendre des gaz lacrymogènes. Manuel Bompard, reconnaissez avec moi que lorsqu'on voit un CRS qui se fait prendre un coup de pied dans la figure et qu'on voit que l'individu recule et qu'il y a 40 gilets jaunes qui le protègent pour empêcher d'être arrêté, ça pose un petit problème. Il y a un vrai problème à ce moment-là. C'est pas votre point de vue? On a vu les images. Non, mais c'est pas. Bien sûr que ça pose un problème. Mais bien sûr, mais c'est marrant. Vous inversez les choses, c'est-à-dire que maintenant, ça serait aux manifestants de faire la police dans les manifestations. C'est ça que Madame est en train d'expliquer. Pourquoi pas s'il y a un gars qui donne un coup de pied à un CRS? Mais ça tue leur mouvement, ça tue leur mouvement. De l'Intérieur de garantir les libertés constitutionnelles. Là, vous n'êtes pas clair, Manuel Bompard. Vous n'êtes pas clair, non? Pourquoi, monsieur? Je suis très clair, mais c'est pas à moi de garantir le fait que je puisse manifester en paix dans ce pays. Parce qu'en fait, vous utilisez tout ça pour à la fin dire il faut que les manifestations s'arrêtent. Sauf que la colère, elle est encore là. Donc les manifestations, elles vont se poursuivre. Mais qu'elles soient pacifiques. Jusqu'à que les revendications soient exprimées. C'est pas clair vos propos. Mais c'est pas clair, monsieur. Vous n'allez pas me faire la leçon. Ça fait 3 mois que je fais des plateaux de télévision, monsieur, et je suis très clair sur le fait que la violence n'est pas une stratégie. La preuve, vous savez pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'on est en train de parler que de ça, là, ce soir, alors qu'on devrait parler c'est l'actualité un peu. Non, mais pardonnez-moi. Mais très bien. Mais moi, je préférais qu'on parle de comment on répond à l'urgence sociale dans ce pays, comment on permet d'aller enfin vers la justice fiscale. Reconnaissez que les individus qui protègent un casseur. Vous me dites que je suis pas clair, je vous réponds sur le fait que si je suis très clair. Mais si ça me choque, je l'ai dit, monsieur. Je l'ai dit, monsieur, que ça me choque. Je peux encore le faire une troisième ou une quatrième fois si vous voulez. Mais il n'y a pas de problème, les gens ils savent très bien. Quand on est élu, il y a une œuvre éducative pour apaiser un pays. D'abord, et deuxièmement. Vous aspirez à être élu, vous êtes candidat, Manuel Bompard. Vous pensez qu'une société peut se fracturer année après année? Est-ce que j'ai dit ça à un moment, monsieur? Je suis en train de vous dire qu'il faut répondre politiquement. La France Insoumise. Ah bon, madame? Ah bon, alors dites-moi. Les Gilets jaunes, c'est pas très clair. Ah bon? À quel sujet? D'un plateau télévision que j'avais fait à Alexis Corbière, et on savait qu'il allait avoir des dégâts lors de la manifestation suivante, on savait qu'il allait avoir des violences, et Alexis appelait à manifester. Moi je disais, surtout, n'allez pas manifester. Je suis pour le droit de manifester, mais pas pour le droit de casser. Moi non plus. Je n'avais pas envie qu'il y ait des amalgames entre des gilets jaunes pacifiques et les casseurs. Et vous traduisez ça par on n'est pas clair, c'est insupportable. Alexis Corbière de la France Insoumise appelait à manifester et appelait finalement à cet amalgame. Oui, vous n'étiez pas très clair. C'est très clair. Pourquoi vous dites ça? Comment vous pouvez dire ça? C'est extrêmement clair, madame. C'est juste qu'on fait la part des choses entre manifester et casser. Et oui, on appelle à manifester. Moi, j'appelle encore à manifester. Avec des casseurs, parce que vous saviez qu'il y avait des casseurs. Non, j'appelle à manifester. Les casseurs, c'est à vous, madame, de les neutraliser. Non, mais moi, ce que je dois dire, c'est que, et là, on voit les images des dégradations des permanences parlementaires. Oui, regardez l'image du président de l'Assemblée nationale. Alors, même si on ne sait pas si c'est les gilets jaunes ou pas. Ah, on ne sait pas, mais pourtant, allez, on amalgame, tout le monde. Là où la France Insoumise a mis du temps avant d'avoir un propos assez clair, c'est vis-à-vis de ces violences. Et moi, j'ai vu dans l'hémicycle, vis-à-vis des parlementaires, les menaces, les voitures incendiées.
Lorsque ma collègue Jacqueline Dubois a eu sa voiture et la voiture de son époux incendié, toute l'Assemblée s'est levée pour l'applaudir. Les députés de menaces contre des hommes politiques. Et je suis désolée, mais ce sont des moments où justement le discours n'était pas clair. Aujourd'hui, il est. Et concernant l'incendie au domicile privé de Richard Ferrand, il y a eu une prise de parole claire, non équivoque, en effet, de la France Insoumise, mais ça a mis du temps. Ça a toujours été le cas, madame, sauf quand vous amalgamez ça. Non, mais là, il y en a beaucoup, quand même, notamment contre les élus de la République. Et alors, nous les avons toujours condamnés, monsieur. Très bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est d'essayer de faire l'amalgame. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a condamné très tôt toutes les violences contre le domicile de Richard Ferrand. Écoutez ce que il faut s'en tenir aux faits. On est en train de vivre un moment démocratique comme on n'en a pas vécu depuis tellement longtemps. 6 heures d'intervention du président. On vit un chaos comme on n'en a jamais vécu depuis bien longtemps. 6 heures, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Qui sont 6 heures extrêmement pertinentes. Et moi, j'ai passé. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intention. 34 heures de débat avec le président. Je ne doute pas que ça vous sied à vous. Créer un événement sur la plateforme de grand débat. Mais j'ai pas besoin de votre plateforme pour faire des réunions publiques dans le pays. Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas attendu, j'ai pas attendu votre autorisation. Pardonnez-moi, mais il y a une autre actualité. Enfin, actualité, oui, c'est un accident. Pour l'instant, il y a des blessés légers. Ça se passe à Issy-les-Moulineaux.